Bonjour, tu es arrivé? À tout à l'heure. Afrique des libertés, je vous salue. Écrivez Good Live et partagez ce programme. La justice nigérienne frappe un très grand coup. La justice nigérienne honore la magistrature de toute l'Afrique souveraine. Un verdict donné au tribunal de Niamey condamne les puissances négrières coloniales, néocolonialistes et impérialistes, françaises, britanniques et allemandes, à payer des réparations de 115 milliards d'euros au peuple nigérien. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Partagez massivement ce programme. Merci infiniment de donner ce programme à notre peuple. Il est d'une importance capitale. Écrivez Good Live et partagez massivement. Une excellente nouvelle nous vient de Niamey. Nous sommes le dimanche 8 février 2026 sur la terre des hommes. Je m'adresse à vous depuis notre oratoire suprême de l'Institut de l'Afrique des libertés à Bamako. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Merci à toutes et à tous pour les abonnements spéciaux sur nos chaînes YouTube, Facebook, TikTok. Sido Babi, merci du traditionnel don à nos émissions d'éveil, à nos pains spirituels de la liberté, au Festival des vérités crues. Partagez massivement cette émission. Nos vœux les plus justes et les plus légitimes sont en train de s'accomplir. D'honorables magistrats de la République du Niger viennent d'ouvrir le bal du retour de la Mat sur la terre noble de nos ancêtres, l'Afrique. Le tribunal de Niamey vient de condamner d'une façon méthodique et exemplaire la France, l'Angleterre et l'Allemagne à payer 115 milliards d'euros de réparation pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques, le pillage des richesses du peuple africain du Niger. Connectez-vous massivement. Appelez les Africaines et les Africains à nous rejoindre. Nous avons un gros problème de réseau, en effet, ici sur Franklin Nyamsi, plutôt sur Université libre de l'Afrique des libertés. Donc je vais reprendre
Je vais relancer la connexion pour nos amis. Je vais la relancer autrement pour nos amis. S'il vous plaît, partagez massivement parce que le programme est sévèrement attaqué. Le programme est sévèrement attaqué. Tout naturellement, la mafia france-africaine ne veut pas entendre parler des réparations de ces crimes. Et elle attaque. Eh bien, partagez massivement le programme pour que nous ne soyons pas empêchés. Je relance nos amis côté. Je relance nos amis côté. Côté Université libre de l'Afrique des libertés. Justice du Niger. Voilà. Très bien. On va les relancer pour leur donner une chance de participer à ce grand moment. Nous commençons dans moins d'une minute, à condition que vous continuez à mobiliser le Coran. Coup de tonnerre. La justice nigérienne frappe fort. 115 milliards d'euros de réparation exigés à la France, à l'Allemagne et à l'Angleterre pour les crimes économiques, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le pillage éhonté qu'a subi depuis pratiquement 200 ans la patrie africaine du Niger. La justice nigérienne applique enfin l'une des plus importantes recommandations de l'Institut de l'Afrique des libertés à l'adresse de l'ensemble des magistrats africains. C'est une grande victoire morale, théorique, spirituelle, et cela annonce une grande victoire politique. Merci de partager ce programme. Voilà. Nous commençons le programme dans quelques secondes. Partagez, protégez. Ligwengen, gen, gen. Maman, ligwengen, gen, gen. Ligwengen, oh. Ligwengen. Ligwengen. Chaque chose a son temps. Le temps de l'Afrique est arrivé. À Onitsha depuis Bamako, la capitale de l'Afrique des libertés. Africaines, Africains, en ce dimanche 8 février 2026, j'ai la joie profonde, la joie solennelle et la joie sacrée de vous parler d'une excellentissime nouvelle qui nous vient de la République africaine du Niger. Siégeant à Niamey les 1er au 2 février 2026, les juges du tribunal de Niamey ont énoncé un verdict historique, un verdict tellurique, un verdict fondamental
qui devra, vous le verrez, inspirer tous les autres juges des tribunaux africains contemporains. Ce verdict concerne 3 puissances occidentales coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes économiques contre la patrie africaine du Niger. Je vous demande par conséquent d'écrire Good Life. Good Life. G-O-O-D-L-I-V-E pour protéger ce programme qui, à peine annoncé, a été sévèrement attaqué sur la plateforme Université d'Afrique des Libertés, avec une tentation d'empêcher qu'on parle d'une information que chacun peut vérifier. Écrivez Good Life. La traduction, ce n'est pas bonne vie. N'écrivez pas ça en français, écrivez cela en anglais. Parce que le mot live, dans la langue anglaise, signifie émission en direct. Si vous voulez écrire en français, écrivez bon direct. N'écrivez pas bonne vie. Ce n'est pas la traduction de Good Life. Live en anglais signifie émission en direct. Bien sûr que live est tiré du verbe to live, qui veut dire vivre. Mais quand on veut dire la vie en anglais, on ne dit pas live, on dit life. Life. L-I-F-E. Life. Alors ici, nous sommes dans une émission en live. C'est-à-dire une émission qui se déroule en direct. Soit vous écrivez en anglais Good Live. L-I-V-E. Good. G-O-O-D. Soit vous écrivez en français bon direct. Ça, là, c'est la bonne traduction. N'écrivez pas bonne vie. Bon, je vous remercie de me souhaiter une bonne vie, mais ça n'a pas le sens de Good Life. Ça n'a pas le sens de Good Life. Voilà. Vous pouvez écrire en français bon direct ou bonne émission en direct. Ou vous écrivez en anglais, parce que la plupart des machines parlent davantage anglais que français. Eh bien, il faut écrire Good Live. Alors, c'est un très grand moment. Depuis plusieurs années, vous qui êtes mes témoins sur les réseaux sociaux, j'ai défendu l'idée que les magistrats africains devaient s'emparer de tous les crimes qui ont été perpétrés contre l'Afrique. Même si les décisions de justice africaines ne sont pas encore certaines de pouvoir s'appliquer partout ailleurs dans le monde, avec la même puissance qu'elles peuvent s'appliquer à l'intérieur des pays africains, j'ai toujours argumenté en faveur de la prise en charge des grandes tragédies africaines par les systèmes judiciaires. En effet, il n'est pas normal qu'un continent comme le nôtre ait subi la traite négrière sans que nos magistrats, dans tous les pays africains, s'asseyent pour juger de la traite négrière, évaluer les conséquences de la traite négrière, repérer les coupables de la traite négrière et les condamner avec une évaluation des réparations. Il n'est pas normal qu'un continent immense, le premier continent de l'humanité, l'Afrique, ait subi la barbarie coloniale et que nos magistrats ne s'asseyent pas dans tous nos pays pour évaluer la barbarie coloniale, identifier les coupables de cette barbarie, évaluer les pillages que l'Afrique a subis et énoncer des verdicts pour punir les coupables. La justice commence d'abord par le combat contre les grandes injustices. Si on ne peut pas combattre les grandes injustices, on ne peut pas combattre les petites. Car les grandes injustices qui sont les plus flagrantes doivent être l'objet d'un traitement de choc. Et c'est ce traitement qui doit inspirer la justice de proximité. Une justice de proximité sans la prise en charge des grands crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, la prise en charge des crimes culturels, des pillages qui ont été perpétrés, des systèmes judiciaires qui ronronnent et qui s'occupent
essentiellement de nos petites affaires, ne sont pas à la hauteur du besoin de civilisation. Ils ne sont pas à la hauteur des aspirations à l'accomplissement de la dignité humaine sur notre continent. J'aimerais, au départ de cette émission, en ce dimanche 8 février 2026 depuis Bamako, vous demander si vous vous souvenez que j'ai plusieurs fois, dans des centaines d'émissions, appelé les magistrats africains à siéger sur la traite négrière, à siéger sur la barbarie coloniale, à siéger sur les coups d'État néocolonialistes, les génocides organisés par l'impérialisme sur notre continent. Est-ce que vous vous souvenez? J'aimerais que vous apportiez, vous, mes compagnons internautes sur les réseaux sociaux, vous êtes maintenant plus de 15 000 personnes rassemblées. J'aimerais que vous témoigniez que c'est l'une des thèses que votre serviteur a répétées et répète depuis des années dans chacun des enseignements qu'il dispense sur ces plateformes. Si j'ai créé l'Institut de l'Afrique des libertés, qui fonctionne aujourd'hui à plein régime, à partir de la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako au Mali, c'était entre autres pour amener nos gouvernements, amener nos magistrats à assumer leurs responsabilités à propos de la triple barbarie subie par l'Afrique. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit quelques tribunaux occidentaux, quelques tribunaux internationaux qui évoquent de temps en temps la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme et leurs ravages, alors que nos propres tribunaux, nous-mêmes qui sommes les descendants, des sociétés qui en ont été victimes, nos propres tribunaux se taisent. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une omerta des justices, une omerta des palais de justice africains sur la traite négrière, sur la colonisation, sur les génocides néocoloniaux, sur le pillage de l'Afrique? Comment peut-on espérer améliorer le quotidien des millions, des centaines de millions, bientôt des milliards d'Africains, si on n'est pas capable de s'assurer qu'on leur garantit la plus impeccable des justices? Donc il faut que tout le monde comprenne l'esprit de cette émission, de cette conférence du dimanche 8 février 2026. Il s'agit de voir un cas d'application d'une idée dont nous avons déjà amplement démontré la nécessité théorique. L'une des plus grandes joies dans l'engagement politique et dans la recherche scientifique, c'est de voir mise en œuvre une idée noble à laquelle on a pensé avec les autres. Nous sommes, de ce point de vue, bénis. Bénis par la prospérité. Bénis par la providence. Pour pouvoir assister en cette année 2026 à un verdict d'un tribunal africain condamnant des puissances coloniales, des puissances néocoloniales, des puissances impérialistes à payer et se donnant les moyens de les faire payer, comme vous allez le voir. C'est une étape symbolique et psychologique, spirituelle, décisive. C'est une véritable révolution judiciaire que l'Alliance des États du Sahel, et ici en particulier donc le Niger, sont en train d'impulser. Il faut donc être attentif à la démonstration des magistrats de Niamey. Une démonstration more et ordonnée géométrico, laquelle a conduit à la condamnation de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne à payer une somme totale de 115 milliards d'euros de réparation. Pour exposer ce sujet, je vais procéder en deux étapes. Dans une première étape, je vais vous faire prendre connaissance de l'ampleur de la décision, de toute la structure de la décision, à travers une micro-vidéo que nous allons écouter. Elle dure environ 8 minutes. Et dans la deuxième partie, nous allons tirer de la jurisprudence, c'est-à-dire
de ce cas de verdict donné par le Niger, nous allons en tirer les fondements de la révolution judiciaire africaine à laquelle toutes les Africaines et tous les Africains sains d'esprit doivent aspirer. Voilà la méthode que nous allons suivre. Cette émission est tout naturellement dédiée aux grands magistrats, africains de Niamey, au pays de son Excellence le général Abdourahmane Tiani. L'émission leur est dédiée. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier moment, l'exposé de la décision. L'exposé de la décision, il est mis à notre disposition par une synthèse de presse dont j'ai d'ailleurs publié, dont j'ai publié hier le contenu sur ma page Facebook. Je vous la montre, cette synthèse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire, une décision de justice qui secoue. Je vais essayer de vous avoir le son le plus... Imaginez un peu le tableau. Un tribunal au Niger vient de rendre un verdict. Et ce verdict fait Voilà. l'effet d'une bombe dans plusieurs capitales européennes. Je vous reprends ça. Une décision de justice qui secoue littéralement les relations entre l'Afrique et l'Europe. Imaginez un peu le tableau. Un tribunal au Niger vient de rendre un verdict. Voilà. Et ce verdict fait l'effet d'une bombe dans plusieurs capitales européennes. On va décortiquer tout ça ensemble pour bien comprendre ce qui vient de se passer. 115 milliards d'euros. Voilà, le chiffre est lâché. C'est le cœur de toute cette histoire. Une somme qui donne le vertige. Et attention, ce n'est pas juste une compensation financière. Non, pour le tribunal de Niamey, c'est le prix à payer pour un siècle entier d'exploitation. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible qu'un tribunal national au Niger puisse condamner 3 géants européens à payer une somme pareille? Eh bien, pour avoir la réponse, il va falloir qu'on remonte le temps, qu'on tire le fil d'une histoire assez complexe, faite de conquêtes, de contrats, et c'est le mot des juges, de spoliation. Alors, pour y voir clair dans cette décision monumentale, voilà comment on va procéder. On va commencer par le verdict lui-même. Ensuite, on regardera l'accusation principale et la chronologie des événements. Puis, on analysera les 2 grands piliers juridiques de l'affaire. On décortiquera la sentence, bien sûr, et on terminera en se posant la question, est-ce qu'on est face à un précédent qui pourrait tout changer? Première section, un verdict historique. Alors, tout commence le 1er février 2026. C'est une date à retenir. C'est ce jour-là que le tribunal de Niamey, plus précisément sa chambre des crimes économiques et contre l'humanité, a rendu son jugement. Un jugement public et surtout en dernier ressort. Et l'affiche, franchement, elle est incroyable. D'un côté, on a le peuple du Niger qui se présente comme souverain. Et de l'autre, pas moins que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. 3 poids lourds européens, tous accusés d'avoir collaboré pour piller les ressources du pays. On passe à la deuxième section, l'accusation principale. Au fond, qu'est-ce qu'on leur reproche? L'idée centrale du dossier, et elle est pour le moins audacieuse, Écoutez bien. c'est que les actions de ces 3 pays ne sont pas juste une suite de coïncidences. Non, c'est une stratégie continue et parfaitement coordonnée. Et pour ça, le tribunal utilise un concept juridique bien précis, celui d'entreprise criminelle commune. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que pour les juges, on n'a pas affaire à des actes isolés, mais à un véritable plan concerté. L'argumentation est la suivante. Depuis 1884, depuis la fameuse conférence de Berlin, ces 3 nations auraient partagé un seul et même objectif, mettre la main sur les richesses du Niger, sans se soucier ni de sa souveraineté, ni même de la vie de sa population. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment le tribunal a distribué les rôles, un peu comme dans un scénario. On a l'Allemagne, qui aurait été l'architecte de tout ça, celle qui a dessiné les plans du partage à Berlin. Ensuite, le Royaume-Uni, qui aurait joué le rôle du complice diplomatique, celui qui donne son accord et légitime l'opération. Et enfin la France, qui aurait été le bras armé sur le terrain, et plus tard l'opérateur économique qui extrait l'uranium. C'est cette idée de responsabilité partagée, solidaire, qui mène à une condamnation commune. Allez, on avance. 3e section. On va voir maintenant comment le tribunal a étayé cette accusation. Pour ça, les juges ont fait un travail d'historien. Ils ont reconstitué une chronologie très précise pour prouver que cette fameuse entreprise criminelle n'a jamais vraiment cessé. Et cette chronologie, elle est vraiment parlante. On part de 1884, la conférence de Berlin, où l'idée germe. On passe à 1899 avec la conquête militaire brutale, la mission Voulet-Chanoine, qui ancre le contrôle par la force.
Puis, un saut en 1961, les indépendances. On signe des accords de coopération, mais pour le tribunal, ce n'est qu'un habillage. La spoliation continue. Et enfin, les années 70, le début de l'extraction massive d'uranium. Vu comme ça, pour les juges, c'est limpide. Chaque événement est une pièce qui s'emboîte parfaitement dans la précédente. Section 4. Maintenant, sur quoi repose l'argumentaire du tribunal d'un point de vue juridique? Eh bien, il est construit sur deux grands piliers. Deux types de crimes bien distincts mais qui se complètent. L'un couvrant les dégâts humains, l'autre les dégâts économiques. Voilà ces deux piliers. D'un côté, on a ce que le tribunal appelle les crimes de sang. Là, on parle de dommages physiques, directs, les massacres, l'empoisonnement. Et de l'autre côté, le pillage financier, c'est-à-dire le vol pur et simple des richesses du pays. Eh oui. Et ce qui est important, c'est que le tribunal a accordé la même importance, la même sévérité à ces deux aspects. Alors, si on regarde de plus près les crimes de sang, l'accusation est construite en 3 temps. D'abord, le passé lointain, les massacres de la conquête coloniale, comme ceux de la mission Voulet-Chanoine. Le tribunal les qualifie de crimes contre l'humanité, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être prescrits. Ensuite, on passe à une sorte d'homicide industriel de masse, le fait d'avoir exposé pendant des décennies des mineurs nigériens à la radioactivité sans protection. Et enfin, le troisième point, c'est un crime qui regarde vers l'avenir, l'empoisonnement durable de l'environnement, la contamination des nappes phréatiques à Arlip. Et le deuxième pilier, le pillage financier, est tout aussi lourd. Et là, attention, il y a un élément qui change tout. Le tribunal a pris une décision radicale. Il a déclaré nuls tous les accords signés depuis 1961. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que selon les juges, ils ont été signés sous la contrainte. Ils sont entachés de violence et de fraude. Les implications sont énormes. Si ces contrats n'ont aucune valeur légale, ça veut dire que tout l'uranium qui était sorti du sol nigérien depuis les années 60 l'a été de manière illégale. Il a été volé. C'est la définition même de l'enrichissement sans cause. Et le tribunal a donc tout recalculé, non pas sur les prix dérisoires payés à l'époque, mais sur la vraie valeur de cet uranium sur le marché mondial. Bon, on a vu les accusations, la chronologie, les arguments. On arrive maintenant à la 5e section, le moment fatidique, la sentence. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour les 3 pays qui ont été condamnés? Alors, ces fameux 115 milliards d'euros, comment on y arrive? C'est assez simple en fait. Il y a 85 milliards qui correspondent à la valeur de l'uranium qui a été, selon le tribunal, volé. On ajoute 20 milliards de dommages et intérêts pour les crimes de sang, une sorte de prix du sang pour toutes les victimes. Et enfin, 10 milliards sont fléchés vers un fonds souverain pour la santé, avec un objectif très précis, décontaminer la région d'Arlit et soigner les populations affectées. Mais attention, la sentence ne s'arrête pas à l'argent, loin de là. Le tribunal a aussi ordonné quelque chose de très fort, la nationalisation, immédiate et sans aucune compensation. Très bien. De tous les actifs miniers, toutes les usines, tous les gisements qui appartenaient à des entreprises des 3 pays condamnés. Très bien. C'est une reprise de contrôle total sur les moyens de production. Et puis, il y a cette autre mesure qui est absolument spectaculaire. Toute la dette que le Niger avait envers la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne est annulée, balayée. Le tribunal l'a requalifiée en dette odieuse. Eh oui. C'est un concept en droit international qui désigne une dette contractée par un régime, mais contre les intérêts de son propre peuple. Pour le tribunal, c'est simple, cette dette était légitime, donc on l'efface. Et pour être bien sûr que sa décision soit appliquée, le tribunal a mis en place des mesures de coercition. La saisie immédiate de tous les stocks d'uranium qui se trouvent sur le sol nigérien. L'expulsion de tous les responsables des entreprises et des États concernés, déclarés persona non grata. Et surtout, ce point est crucial. Le tribunal affirme que son jugement est souverain et final. Il ne peut être contesté nulle part ailleurs, pas même dans la Cour pénale internationale. En gros, le Niger dit « c'est nous qui jugeons et c'est la fin de l'histoire ». Dernière section. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. Au-delà du cas du Niger, qu'est-ce que ce verdict signifie? Quelles pourraient être les conséquences à plus grande échelle? Est-ce que c'est juste un événement isolé? Ou est-ce que ça pourrait marquer le début de quelque chose de nouveau dans les relations entre le Nord et le Sud? Cette citation, elle vient tout droit de la notification du jugement. Et elle résume tout. La justice de Niamey a parlé, non pas selon le droit de l'occupant, mais selon le droit de la terre et du sang. Le droit de l'occupant est différent une déclaration d'indépendance du droit de la terre et du sang. L'idée, c'est que la justice ne se base plus sur les lois héritées de la colonisation, mais sur sa propre légitimité, celle de sa terre et de son histoire. Et tout ça nous amène à la question finale, une question absolument fondamentale. Ce jugement qui mélange réparation pour le passé et souveraineté économique pour le futur, est-ce qu'il pourrait créer un précédent? Oui. Est-ce que d'autres nations, en Afrique ou ailleurs,
pourrait avoir envie de s'engager dans la même voie que le Niger? Absolument. C'est une question qui reste ouverte et que seul l'avenir pourra trancher. Ah, en tout cas, nous, on se Bonjour bat. à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire. On se bat pour ça. Qui secoue littéralement les relations entre l'Afrique et l'Europe. Imaginez un... Mes chers amis, vous avez écouté cette synthèse plutôt bien faite par cette journaliste qui mesure toute l'ampleur du verdict qui a été énoncé le 1er février 2026 par la Chambre des crimes économiques et des crimes contre l'humanité du tribunal de Niamey. Vous avez retenu les 6 principaux points qui ont été développés dans cette synthèse. Les accusés sont, eh bien, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Qu'est-ce qui leur est reproché? C'est une stratégie de pillage commune, une entreprise criminelle commune qui se serait donc déroulée entre 1884 et 2026. Donc, l'Allemagne, la France et l'Angleterre sont considérés comme complices dans cette entreprise criminelle commune où l'Allemagne, en 1884, a joué le rôle justement de celle qui partage l'Afrique, qui organise le partage de l'Afrique sans les Africains. La Grande-Bretagne a joué le rôle de celle qui facilite et qui permet. Et la France, quant à elle, a joué le rôle du bras armé qui assassine pour piller. Il nous est rappelé que les juges de Niamey ont revisité l'histoire et ont retenu dans l'histoire 3 dates importantes. 1884, ça c'est le congrès de Berlin, le partage de l'Afrique sans les Africains. 1899, ça c'est la conquête militaire barbare, sauvage, de la mission française Voulez-Chanoine, qui a perpétré force crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes économiques, des horreurs sur son passage. Et 1961, c'est la pseudo-indépendance. 1960, c'est la pseudo-indépendance. Eh bien, accordée au Niger, une indépendance piégée, puisque les dirigeants nigériens étaient braqués par la puissance coloniale française, qui va les amener à signer, tout naturellement, des accords de coopération et de défense qui ne sont pas en faveur de la souveraineté nigérienne, mais qui maintiennent, eh bien, dans le joug néocolonial, le frêle État d'alors du Niger. Vous avez suivi la 4e phase essentielle de l'analyse de cette décision de justice. Quels sont les crimes qui sont reprochés à la France, à l'Angleterre et à l'Allemagne? Ce sont des crimes de guerre, des crimes de sang, des homicides de masse, d'une part, et d'autre part, des crimes économiques. Ces crimes économiques étant en rapport par ailleurs avec le pillage continu eh bien, des richesses de la République africaine du Niger. Parmi les crimes en question, il y a bien sûr l'écocide, c'est-à-dire la destruction sauvage de l'espace, de l'environnement de vie des Nigériennes et des Nigériens, avec tous les ravages sur le plan de la santé, sur le plan de l'équilibre de l'environnement, végétal, animal, eh bien, subi par le peuple nigérien, notamment dans la région d'Arlit, où depuis plus de 40 ans, la France eh bien, exploitait abusivement l'uranium. Vous avez retenu le contenu de la sentence. La sentence énoncée par les juges nigériens se divise en 2 parties. Une première partie est constituée de 85 milliards d'euros pour l'uranium qui a été pillé sur la base d'accords néocoloniaux, c'est-à-dire d'accords entre la France et elle-même. Il y a 20 milliards d'euros qui sont requis par les juges pour payer les dommages et intérêts du fait de ce pillage. Il y a 10 milliards d'euros qui sont requis pour aider à la santé, aux soins, à la réparation de l'environnement détruit pendant toutes ces années d'exploitation. Et la sentence est assortie de la nationalisation de tous les actifs de la France, de l'Angleterre
et de l'Allemagne sur le sol nigérien. C'est-à-dire que le Niger commence à se rembourser directement en confisquant tout ce qui appartient à ces trois pays sur son sol. D'autant plus que le Niger considère que les accords qui ont été signés depuis 1961 ne sont pas valables parce qu'ils ont été signés sous la contrainte de la dictature néocoloniale française. Ces accords n'engagent pas la souveraineté du peuple nigérien car ils n'ont pas été pris par des Nigériens libres, par des Nigériens librement capables de défendre les aspirations de leur peuple. Ce sont des accords au forceps. Ils ne sont donc pas valables. Par conséquent, l'exploitation de l'uranium du Niger depuis plus de 40 ans est réputée illégale, illégitime. Et tout ce qui en a été tiré comme bénéfice doit être remboursé. La décision appelle donc à la saisie des avoirs, mais également à l'expulsion de l'ensemble des représentants des trois États concernés du sol nigérien, tant que précisément réparation totale n'est pas faite. Et la décision s'est sortie de l'impossibilité d'un quelconque recours. C'est une décision qui ne peut pas être contestée au niveau continental et qui ne peut pas être contestée au niveau, par exemple, de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce qu'elle relève de la souveraineté retrouvée de la patrie de Saraou Niamangou, le Niger. Voilà les grandes idées de la décision que les magistrats de Niamey ont prises. Nous pouvons maintenant en tirer quelques conséquences et quelques enseignements pour tout le reste de l'Afrique. Le premier enseignement, c'est l'enseignement du courage de la justice. Le courage de la justice. Cette décision des magistrats de Niamey enseigne à toute l'Afrique contemporaine que nos magistrats, dès lors qu'ils s'engagent à défendre nos intérêts vitaux, à défendre nos peuples, peuvent exercer la justice avec courage. La décision du tribunal de Niamey est un enseignement moral et spirituel à l'adresse de tous les tribunaux du continent africain. Magistrats d'Afrique australe, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, magistrats d'Afrique de l'Est. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de l'ONU. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de l'Union européenne. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de la Cour pénale internationale, de l'autorisation de la Cour internationale de justice. Vous n'avez même pas besoin d'attendre l'autorisation de l'Union africaine pour juger des crimes négriers coloniaux, impérialistes, néocoloniaux, subis par chacun de nos pays. Vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est ce que le Niger montre. Il suffit, sur la base des pièces à conviction de ces crimes, de se saisir. On peut juger et on peut condamner. Le premier élément important ici, c'est que le signe indien est vaincu. Aucun magistrat sur le continent africain ne pourra se réfugier derrière sa peur pour dire qu'il ne peut pas juger. Les magistrats nigériens ont montré que c'est possible. À partir de cette jurisprudence nigérienne, nous savons qu'il y a en réalité, mais nous le savions avant, deux sortes de magistrats sur notre continent. Les magistrats accroupis au service des dictateurs et des intérêts étrangers et les magistrats vaillants, les magistrats sacerdotaux qui disent la vérité, la justice pour la solidarité africaine. J'appelle ces magistrats-là les magistrats maatiques. En utilisant le concept de maat qui signifie dans la langue négro-africaine multimillénaire antique, vérité, justice et solidarité. Il faut donc que se lève dans tout le continent africain une nouvelle génération de magistrats maatiques, M2ATIQUES, comme les magistrats du tribunal de Niamey. Deuxième enseignement, c'est un enseignement technique. La technique juridique, la technique scientifique permet très clairement d'évaluer
les crimes négriers, les crimes coloniaux, les crimes de pillage. Pendant longtemps, on a essayé de faire valoir que ces choses-là appartenant à un passé relativement lointain, il était difficile d'évaluer et par conséquent de fixer les montants des réparations. Le verdict du tribunal de Niamey est la preuve de la puissance épistémologique de la justice africaine. C'est-à-dire que les magistrats africains sont formés pour constituer scientifiquement un jugement objectif sur les crimes négriers, les crimes coloniaux et les crimes économiques que l'Afrique a subis. Il n'y a pas d'obstacle scientifique. La démonstration en 6 points de ce verdict de Niamey le prouve. Les juges de Niamey n'ont pas une formation différente de celle de la plupart des juges africains. Ils ont les mêmes aptitudes intellectuelles. Ici, il est surtout question de faire confiance à l'intellect judiciaire africain et le mettre en œuvre. Deuxième enseignement, judiciairement, ça tient debout. C'est logique, c'est imparable. Par exemple, le raisonnement logique qui dit les accords de coopération et de défense, étant des accords inégaux, ne peuvent pas être considérés comme légaux et légitimes. Ce raisonnement-là entraîne des conséquences immédiates. Tous les profits que les puissances étrangères ont fait avec des accords qui consistaient à nous imposer d'abord des vassaux à la tête de nos États et ensuite à signer avec eux des accords, tous les profits que des puissances étrangères ont fait en Afrique, dans ces conditions, ils sont réclamables par les magistrats africains, par la justice africaine. On doit payer à l'Afrique tout ce qu'on a gagné dans son dos en utilisant des vassaux pour la piller. Il y a une troisième observation qui est très intéressante dans ce verdict du procès de Niamey. C'est que c'est un verdict qui est suivi de modalités d'application pratique. C'est son caractère pratique. Premier élément, courage de la justice. Deuxième élément, crédibilité épistémologique. C'est-à-dire sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, ça tient debout. Mais il y a un troisième élément important, l'applicabilité pratique. C'est-à-dire que le Niger commence à se rembourser sur les avoirs de cette puissance sur son sol. Ça, c'est dardard. D'abord, tout ce qui concerne l'exploitation de l'uranium est nationalisé et c'est un droit. Toutes les usines qui ont été construites par les pilleurs qui n'ont pas payé appartiennent de droit à l'État du Niger. Et tout autre avoir qui appartiendrait à ces puissances condamnées à payer appartiennent de facto à l'État du Niger, sur le sol nigérien. Et là, cet aspect pratique de la décision du tribunal de Niamey est tout à fait praticable par tous les pays africains. Il n'y a pas un pays africain dont le sol ne soit pas jonché d'avoir des puissances criminelles négrières, des puissances criminelles coloniales, néocoloniales, des puissances qui ont commis des crimes de pillage, toutes sortes de barbaries. L'Afrique peut amplement se payer sans sortir d'Afrique. Niamey nous apprend que l'Afrique peut amplement se rembourser. Mais le jugement s'applique aussi à la dette. La fameuse dette que les juges de Niamey appellent la dette odieuse. Mais écoutez, pourquoi rembourser à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre des dettes qui ont été contractées par des gouvernements qui eux-mêmes étaient soumis à des accords néocoloniaux, des accords léonins? Pourquoi leur rembourser? Pourquoi leur rembourser alors que ces puissances n'ont pas payé pour leurs crimes négriers? Elles n'ont pas payé pour leurs crimes coloniaux, elles n'ont pas payé pour leurs crimes néocoloniaux et impérialistes. Pourquoi les rembourser? Pourquoi les rembourser alors que ces puissances n'ont pas payé pour l'écocide, la destruction de l'environnement africain dont elles sont coupables? Donc, la décision nigérienne est pratique parce que chaque pays africain peut se payer sur la dette coloniale. Chaque pays africain, là, quand les magistrats condamnent, on peut déduire ça de l'argent que la France prétend que le Niger lui doit. On peut déduire ça de l'argent que la France prétend que le Cameroun lui doit, que tous les pays qui
ont des dettes envers les puissances négrières, les puissances coloniales et néocoloniales, et leurs juges ont un moyen d'auto-paiement. C'est, on ne paye plus ça. Ça, on ne paye plus. Ça, on ne paye plus. Ça, on ne paye. Jusqu'à ce qu'on arrive, justement, aux 115 milliards d'euros. La méthodologie nigérienne est une méthodologie très pratique. Les juges ne se sont pas contentés de professer une condamnation morale, de principe. Ils l'ont assorti de modalités pratiques. Donc, il y a là un enseignement. Il faut que les magistrats africains qui vont prendre des verdicts les assortissent de dispositions pratiques. Parce qu'il faut que la justice s'incarne. Il faut qu'elle se matérialise dans l'histoire. Tant que la justice ne s'est pas matérialisée dans notre histoire, le monde ne nous respectera pas en Afrique. Tant que nous n'avons pas crânement défendu nos intérêts, avec des conséquences sévères pour ceux qui nous ont déshumanisés, le monde ne nous considérera pas comme humains. Alors, je passe à la quatrième leçon de tout ceci. La quatrième leçon de tout ceci, c'est que tout le monde voit très bien que la justice nigérienne a pu tenir ce procès parce qu'elle est en sécurité. Parce qu'elle est protégée par l'État du Niger. Parce qu'elle est protégée par la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Parce qu'elle est protégée par les alliances de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel avec les grandes puissances du monde multipolaire. D'où il y a une quatrième leçon. Pas de justice sans puissance. Quatrième leçon, tout pays africain qui se prépare à mener des procès en profondeur doit s'assurer d'être dans un réseau d'alliances qui lui donne la puissance de juger. Parce que si tu juges alors que tu n'as pas la puissance, mais le lendemain on te casse la gueule. Pour juger comme ils ont jugé à Niamey, il fallait que la révolution du 26 juillet 2023 ait eu lieu. Il fallait que la révolution du 16 septembre 2023, la création de l'AES, ait eu lieu. Il fallait que les alliances russo-africaines avec les puissances de l'AES aient eu lieu. Pour que le magistrat parle, il lui faut être certain d'être adossé sur un État fort. Parce qu'un magistrat qui parle fort dans un État faible est un magistrat en danger. C'est un magistrat sacrifié. Et ça, il faut que nous en prenions collectivement conscience. La justice est faible chez nous parce que l'État est souvent faible. Parce que l'État a été affaibli. Et on n'a pas affaibli l'État par hasard, c'est pour nous rendre vulnérables aux injustices. L'affaiblissement organisé des États africains par les puissances de l'OTAN est l'une des raisons de la faiblesse des structures judiciaires dans nos pays. Et la faiblesse des structures judiciaires dans nos pays est l'une des raisons de la faiblesse de nos États. On affaiblit les États pour les soumettre à l'injustice. Et un État soumis à l'injustice ne peut pas avoir une justice forte. Puisque l'injustice est le principe même d'organisation de l'État néocolonial. Vous voyez très bien que lorsque le joug néocolonial, le joug impérialiste commence à être brisé, la justice elle-même commence à reprendre force et vigueur. D'où le lien intime entre la justice et la force, entre la justice et la puissance. Je me remémore ici le mot du philosophe français Blaise Pascal qui disait que la justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est aveugle. Ne pouvant donc justifier la force, il faut fortifier la justice, disait Blaise Pascal dans ses pensées. Il faut fortifier la justice. C'est parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont accompli des révolutions nationales en faisant émerger et entrer au pouvoir des serviteurs de la nation et non pas des esclaves de Paris, de Londres, de Washington et de Bruxelles, que les magistrats, sahéliens commencent à parler. Il y a donc un lien intime entre la révolution panafricaine et la libération de la justice. Il y a un lien intime entre la révolution panafricaine et la montée en puissance de la justice. Tous nos pays qui sont encore dirigés par des vassaux du néocolonialisme français
sont des pays à justice faible. Regardez le Cameroun, mon pays natal. Regardez la faiblesse de la justice camerounaise. Tous les pillages qui sont perpétrés au Cameroun, la justice n'en juge pas. On pille les forêts, la forêt équatoriale camerounaise. On vole l'or, le pétrole au Cameroun depuis des décennies. La justice n'en juge jamais. Mais pourquoi elle n'en juge jamais? Mais parce que l'État est d'essence néocoloniale. Il a été créé pour être faible, afin que le pays soit continuellement pillé. C'est pour ça que la justice camerounaise est faible. Regardez à côté là, la Côte d'Ivoire. Regardez l'état de la justice en Côte d'Ivoire. La faiblesse de la justice vient de la faiblesse de l'État lui-même, dans la mesure où l'État est issu du néocolonialisme français et qu'un vassal, sans foi ni loi, Alassane Dramane Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire, les magistrats ivoiriens sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas dire la justice, parce que dire la justice, c'est sacrifier leur carrière. Ils sont braqués, ce sont des magistrats braqués. Certes, ça ne devrait pas être une excuse pour tous les crimes judiciaires dont ils sont coupables. Parce que, dans tous les cas, chacun d'entre nous est coupable de ce qu'il fait. Ce n'est pas une excuse à la lâcheté des magistrats. Mais il faut savoir que la justice est faible en Côte d'Ivoire, mais parce que l'État lui-même est un État vassal du néocolonialisme français. Le néocolonialisme français ne peut pas être parrain d'un État fort. Parce qu'un État fort n'est pas un État néocolonisé. Le néocolonialisme ne peut être parrain que d'un État faible. L'impérialisme américain, l'impérialisme occidental a besoin d'États africains faibles. Et dès lors que nos États sont faibles, nous avons des justices qui sont faibles. C'est logique. Parce que les magistrats qui sont donc accroupis sous les gouvernements corrompus, sous des gouvernements braqués, sous des gouvernements de valets, ces magistrats ne peuvent pas dire le droit sans s'exposer à la répression de la dictature. Regardez le Bénin de Talon. La justice béninoise, qu'est-ce qu'elle est devenue? L'ombre d'elle-même. Pourquoi? Parce que Talon fait les 4 volontés de Paris. Il fait les 4 volontés de Washington. C'est un agent néocolonial français. Comment voulez-vous que la justice soit forte au Bénin dans ces conditions? Et c'est tout cela qui précipite les situations révolutionnaires et les guerres civiles en Afrique. Parce que quand on a des pays où la justice ne fait pas son travail, mais qu'est-ce qui reste comme recours aux citoyens pour revendiquer et obtenir ne serait-ce qu'une certaine satisfaction de leurs droits? Le seul recours qui leur reste, c'est soit la participation au système corrompu qui est mis en place, soit alors la violence d'État, la violence révolutionnaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons des États fragiles. Puisque nos systèmes judiciaires sont faibles, les frustrations sociales ne s'expriment pas dans un cadre civilisé. Voilà pourquoi la guerre civile et le coup d'État deviennent les recours systématiques. La faiblesse de la justice. N'est-ce pas la faiblesse de la justice qui explique que les constitutions soient violées, que les élections soient fraudées? N'est-ce pas la faiblesse de la justice? C'est la même faiblesse. Et dès lors que les constitutions sont violées, que les élections sont fraudées, quelle est la légitimité du pouvoir? Et comment un pouvoir illégitime peut-il inspirer ou organiser une justice objective, une justice exemplaire? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à un dictateur d'avoir une bonne justice. Parfois, les dictateurs, pour flatter l'opinion, nomment à la tête du ministère de la Justice une personnalité dont l'opinion pense beaucoup de bien. Mais prenez le meilleur des magistrats, le meilleur des avocats, prenez le meilleur des docteurs en droit, mettez-le à la tête du ministère de la Justice dans un pays dictatorial. Il sera obligé de faire les 4 volontés du tyran. Il va mettre beaucoup d'eau dans son vin. À un moment donné, même, il n'y aura plus de vin dans son eau. Pourquoi? Parce que le tyran ne vous laissera jamais exercer les compétences objectives de la justice en toute liberté, en toute souveraineté. Le tyran ne vous laissera jamais les exercer. Puisque le principe tyrannique est celui de la négation de la justice, quelle que soit la qualité des cadres que vous affectez au ministère de la Justice, dans un pays dictatorial, ces cadres finissent par se plier et par être corrompus. Et s'ils ne sont pas corrompus, ils sont virés, parfois limogés et même emprisonnés pour avoir voulu dire la justice. Donc c'est un enseignement fort. Nous devons nous battre pour donner la force à la justice. Nous devons nous battre pour donner la puissance à la justice, mais cela passe par des révolutions panafricaines.
C'est en libérant nos pays des tyrans que nous allons avoir des systèmes judiciaires qui nous défendent. Des systèmes judiciaires qui disent le droit. Le principe de la juridiction étant ius dicere, dire le droit, selon les racines latines de ce mot. Enfin, il y a un cinquième enseignement. Le cinquième enseignement est un enseignement, on va dire, géopolitique international. Qu'est-ce qui va donc se passer? Maintenant que le tribunal de Niamey a dit cela, essayons d'imaginer la tactique de l'ennemi. Qu'est-ce que les néocolonialistes, les impérialistes français, allemands et britanniques vont faire? Il est important d'imaginer ce qu'ils vont faire, parce qu'on est dans une lutte, on est dans un combat pour la souveraineté africaine. Donc on a tout à fait intérêt à imaginer ce que l'adversaire, voire l'ennemi, va faire. D'abord, vous avez remarqué qu'eux, ils ont décidé d'amener les affaires dans des tribunaux où les juges sont à leur solde. Ils ont amené l'affaire dans un tribunal. Ils ont amené leur conflit, leur contentieux avec le Niger dans les tribunaux français. Quand c'est eux qui amènent ça dans les tribunaux français, c'est normal. Donc sur le plan international, il faudra s'attendre à une réciprocité. Ils vont commencer à ouvrir des procédures controuvées contre l'État nigérien dans leur système judiciaire. Ça, c'est la première conséquence. De toutes les façons, c'est ce que Paris a commencé à faire. Et tous ces États occidentaux-là défendent leurs multinationales. Et ils instrumentalisent leur justice pour défendre les intérêts de leurs multinationales. Parce que les élites politiques qui sont dans les palais occidentaux ont été financées par les milliardaires financiers, les milliardaires industriels de leur pays. L'élite politique occidentale est globalement esclave du système militaro-industrialo-financier occidental. Ceux qui possèdent les finances, ceux qui possèdent l'industrie, ceux qui possèdent les systèmes de défense et de sécurité, contrôlent les dirigeants occidentaux. Et en même temps, ce sont eux qui sont derrière les grandes multinationales, qui sont en réalité aujourd'hui des États-compagnies, des compagnies-États. C'est-à-dire que une multinationale, je ne sais pas, comme Facebook, une multinationale, je ne sais pas, comme Exxon, ou comme Total, ou comme Orange, prend des décisions qui ne dépendent d'aucun État. On les appelle des entreprises-États, ou des compagnies-États, du style de la compagnie coloniale des Indes, au XIXe siècle. Il faut vous rendre compte qu'en Occident, les politiques ont perdu le pouvoir. Les peuples ont perdu le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains des oligarchies financières, militaires et industrielles. Et ces oligarchies financières, militaires et industrielles contrôlent l'appareil judiciaire. Elles vont donc lancer des poursuites opportunistes contre le Niger et même contre ses dirigeants. Il faut s'y attendre. La réponse à cela, ça sera des poursuites équivalentes. Ils lancent une soi-disant interdiction de voyager contre les dirigeants de nos pays africains. Chaque pays qui reçoit cette interdiction lance la même interdiction de voyager contre les dirigeants du pays en question. Si on vous surprend dans notre ciel, c'est pareil. On applique la même règle. Ils vont donc essayer de pistonner leur système judiciaire pour déclencher des procédures et des sanctions contre l'État du Niger. Il faut s'y attendre, contre tous les États qui vont s'engager dans la révolution judiciaire des réparations. Deuxième conséquence, il s'ensuit que la circulation dans l'espace international va être une circulation extrêmement balisée par la qualité des alliances internationales. Vous avez vu la stratégie qu'ils ont mise en place pour aller capturer le président Nicolás Maduro dans son pays, à Caracas, au Venezuela. Cette stratégie augure d'un monde où le grand banditisme d'État va devenir la règle ouverte. Parce que c'était la règle cachée des relations internationales. Mais maintenant, ça va devenir la règle ouverte. Donc, il faut s'attendre à des entreprises de tentatives de kidnapping, à des tentatives de voies de fait, à des tentatives d'assassinat. Ça, on le sait déjà, contre les principaux dirigeants du Sud global, et en particulier ceux de l'AES. Deuxième conséquence.
Troisième conséquence, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer d'inventer des crimes contre l'humanité, d'inventer des crimes de guerre, d'inventer des crimes économiques qu'ils vont essayer d'attribuer aux dirigeants du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de l'AES, afin de détruire leur image à l'international. Or, on sait la méthode utilisée par les néocolonialistes dans ces cas, c'est la manipulation des ethnies. Il faut être très attentif à la manipulation des ethnies. Par exemple, je vois depuis un certain moment au Niger, les néocolonialistes français qui essayent d'exacerber des tensions internes autour de la question des langues. Nous devons être très attentifs à ce problème au Niger et répliquer et répondre intelligemment et puissamment à cette manœuvre de diversion. L'un des sujets que j'entends régulièrement à propos du Niger, c'est la manipulation de la question linguistique par les néocolonialistes. Toutes les langues nationales du Niger doivent être parlées, elles doivent être respectées comme telles. On peut choisir de considérer comme langue de travail ou comme langue officielle une langue qui est la plus parlée. Mais ça ne doit pas se transformer en une animosité entre nous. Parce que nous sommes le même peuple africain et que l'Occident politique en débandade est à la recherche de raisons de nous écraser. Il ne faut pas tomber dans le piège de la querelle linguistique. Cette querelle linguistique recoupant même une espèce de querelle hégémonique politique sur la base ethnique. Nous, les Africains, les négro-africains, nous sommes la même civilisation. Nos ethnies africaines et nos langues ne sont que des variantes de la même idée. L'idée de la civilisation négro-africaine. À partir de là, vous ne devez pas être frustré parce que l'État vous demande de pratiquer telle ou telle langue qui est la plus répandue dans la zone où vous vivez. Et l'État ne doit pas présenter ces décisions linguistiques comme étant une frustration de ces minorités. Au Niger, c'est une faille qu'ils essaient d'exploiter. La deuxième faille qu'ils essaient d'exploiter au Niger, je m'adresse à mes frères et sœurs nigériens, en tant qu'experts de géopolitique, en tant que philosophe, j'observe. La deuxième faille, c'est la relation algéro-nigérienne. Il faut que nos autorités au Niger surveillent comme du lait sur le feu les flatteries algériennes. Pourquoi? Parce que la duplicité de l'Algérie de Tebboune nous a été amplement enseignée au Mali. L'Alliance des États du Sahel a tous les moyens de savoir que le Niger, que l'Algérie n'est pas un partenaire fiable. On essaye de distraire les dirigeants nigériens à leurs frontières nord avec ces faux projets. L'actuel régime du FLN d'Algérie n'est pas digne de confiance. On ne peut rien faire avec lui. Il faut que nos autorités ne se laissent pas avoir. Et il ne faut pas les laisser entrer dans vos secrets à Niamey. Ces gens-là, de Tebboune, le FLN. Le FLN, version dégradée de Tebboune, ne doit pas avoir pignon sur rue à Niamey. Parce que c'est un cheval de Troie de l'OTAN contre le Niger. Ça, c'est la deuxième observation. Ils veulent utiliser ça. La troisième observation, c'est tout naturellement qu'ils vont tenter de chercher à exacerber et à exploiter les différences de compétences à l'intérieur du pouvoir nigérien. Vous voyez par exemple comment ils se sont engouffrés sur la décision plutôt raisonnable du président Abdourahmane Tiani de confier le ministère de l'économie et des finances à un ministre plein et de décharger donc ainsi partiellement le Premier ministre qui se retrouvait vraiment avec un portefeuille extrêmement lourd. Cette décision qui en rien n'entache les prérogatives du Premier ministre qui demeure le chef de tout le gouvernement, mais la presse néocolonialiste française s'est précipitée sur la décision pour y voir un signe de fragilité interne du régime, pour essayer de créer un conflit artificiel entre le nouveau ministre de l'économie et des finances et son patron, le Premier ministre. Alors que tous sont des serviteurs du Niger. Tous. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen est un excellent Premier ministre.
Pas seulement du point de vue des Nigériens, mais même des observateurs extérieurs que nous sommes. Mais vous avez beau être excellent, ça ne veut pas dire que vous pouvez tout faire tout le temps. L'excellence est aussi dans la délégation. La délégation des pouvoirs. J'ai même observé que partout où les premiers ministres cumulent avec beaucoup, ils ont des ministres délégués qui travaillent avec eux. Donc, le premier ministre peut cumuler d'autres fonctions, mais toujours en ayant des ministres délégués. Parce que de toutes les façons, humainement parlant, on ne peut pas tout faire. Or, ils vont chercher les petites différences à l'intérieur du gouvernement du Niger pour s'y engouffrer. Ça, c'est le troisième point d'observation. Ce qu'ils vont chercher. Quatrième niveau d'observation, je parle ici du Niger. Ils vont chercher à créer des complications dans les opérations financières et économiques extérieures du Niger. Il faut s'attendre à des complications. Ils vont essayer de créer des complications dans la circulation des flux financiers entrant et sortant du Niger. Mais les experts en matières économiques et financières que sont le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein et ses compagnons savent sans doute déjà comment parer à cela. Enfin, sixième corde à leur arc, ils vont continuer à mettre la pression à travers le Nigeria, à travers le Bénin, bref, à travers les pays de la CEDEAO contre le Niger, dans le but de porter contre lui des coups violents, comme celui qu'ils ont voulu porter contre l'aéroport de Niamey. Ils vont continuer à tout faire pour fragiliser le Niger, afin que le Niger ne réussisse pas cette révolution intégrale et que le Niger ne bénéficie pas de cette décision courageuse. Mais cette décision courageuse des juges nigériens, je vous le dis avec certitude, elle est le prototype de celles qui vont être prises bientôt par les juges maliens, par les juges burkinabés, par les juges de tous les pays africains libérés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que la décision du 1er février 2026, prise par le tribunal de Niamey, devient désormais l'archétype, le paradigme, le modèle sur lequel des vaillants magistrats d'Afrique australe, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest vont désormais travailler. La jurisprudence de Niamey vaincra. Mais nous devons être unis et solidaires, car ça va secouer. Ça va secouer très fort. Je rends grâce infinie au Tout-Puissant de m'avoir permis de vivre une époque où des magistrats africains se saisissent de la traite négrière, se saisissent de la barbarie coloniale, se saisissent des crimes économiques subis par le continent et les condamnent. J'ai bientôt 54 ans plein, le 31 mars 2026. Honnêtement, je n'étais pas certain de mon vivant d'assister à ce miracle. Grâce soit rendue à travers nos ancêtres angélisés au Tout-Puissant Maître de vie. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. On vous avait dit ça. Oh, magistrat, lâche du Sénégal. Regardez ce que font vos frères au Niger. Magistrat lâche du Cameroun. Oh, lâche magistrat du Gabon, hein, du Congo. Regardez ce que font les Nigériens. Oh, lâche magistrat du Bénin. Regardez. Oui, regardez. Lâche magistrat du Nigeria. Regardez. Regardez ce que le Niger nous enseigne. Toi qui marches, regarde les lois. Fais attention aux lois. C'est ce que dit la chanson. Quelle belle nouvelle. Quant aux magistrats accroupis du néocolonialisme français,
Tout naturellement, ils sont en train de préparer toutes sortes de procédures tordues dans l'espoir de nuire au Niger. Maître Corinne Janelé Atangal, toi qui es engagée comme avocate panafricaine des réparations à l'ongle, voilà un sujet important. Vivement que le Niger mobilise les avocats africains de la diaspora. En tout cas, le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés se tient à la disposition de l'État du Niger, partout dans les prétoires occidentaux, où la cause du Niger, la cause de l'Afrique, doit être défendue. Nos intrépides avocats sont disponibles. Maître Ndjiputao Woshawa Boubek, qui coordonne le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, eh bien, dirige déjà une équipe forte dans l'affaire Mustapha Banga, dont l'instruction se poursuit. Souvenez-vous du patriote nigérien burkinabé assassiné en septembre 2023 dans l'enceinte de l'ambassade de France à Niamey. L'affaire est en cours. Les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, investis par la famille du défunt et l'État du Niger, sont au travail. Sur tous les autres fronts, nos intrépides avocats sont prêts. Faites confiance au talent judiciaire des avocats panafricains. Pas n'importe lesquels, les panafricains. Ne confions pas les affaires judiciaires africaines à des avocats sans conviction idéologique. Ceux-là qui ne sont guidés que par les espèces sonnantes et trébuchantes ne peuvent pas défendre nos États. J'exhorte nos dirigeants à sélectionner les avocats qui défendent les causes africaines sur des critères de compétence, bien sûr, mais toujours en pesant sur le critère de la compétence idéologique, de l'engagement pour l'émancipation africaine. Inakwana au Niger, la Boussanino, Zanchankaseni. Alele non. La Boussanino, Zanchankaseni, Alele non. Vive le Niger, souverain. Vive son excellence, le général d'armée, Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, président du CNSP. Un aîné vaillant dont nous sommes profondément fiers. Que la lâcheté quitte nos magistrats. C'est ma prière ce dimanche. Oh, lâcheté, quitte le corps de nos magistrats. Oh, Satan de la lâcheté, sors de leur corps. Au nom de l'Afrique libérée. Amen. Aya Sidibé, bon dimanche. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous, mes chers amis. À Dorothée Kelinyangono, félicitations pour la naissance de ta deuxième ou de ton deuxième petit enfant. Nol Burunjelo, Ligwingen, Ligwingen, bon maman Béo, Ligwingen. Quant à ma maman, je salue mes amis de la place de Niamey. Mon ami personnel Aruna Gorel, représentant de l'Institut de l'Afrique des Libertés au Niger. Sois salué, béni sois-tu. Je salue Kader Mossi Maïga de la communauté nigérienne en Angleterre.
Je salue le professeur Dr Bilan Maman Saïdi, le philosophe hégélien qui vit et travaille et enseigne maintenant en Angleterre. Je salue mes amis nigériens. Oumarou Abdourahmane, l'intrépide soldat de la révolution panafricaine. Oumarou Inakawana. Tous mes hommages aux autorités du Niger. Colonel-major Oumarou Abdourahmane Djibo, soyez salué mon frère. Général Mahaman Sani, soyez salué. Général Mohamed Toumba, Général d'armée Salifou Modi, soyez salués. Soyez bénis. Force à vous. Vous êtes l'avant-garde, le point de la révolution africaine. Alliance des États du Sahel. Quel combat, quel panache, quelle énergie. Mes chers amis, pensez à écrire un mot de félicitation au grand magistrat du tribunal de Niamey. Que chacun d'entre nous publie ne serait-ce qu'un post aujourd'hui dimanche en félicitations au magistrat du tribunal de Niamey. S'il vous plaît, félicitons les magistrats. Félicitons-les. Écrivons un post particulier, spécial, de félicitations aux magistrats de Niamey qui ont exigé 115 milliards à la France, à l'Angleterre et à l'Allemagne, et qui ont commencé à les prendre. Oui, il faut les féliciter. Baye Bangabout, ce sont des vrais gens. Bangabout, comme on dit dans ma langue le Bassa, Baye Bangabout, ce sont des gens. Baye Bonbolom, Bangabora, de vrais hommes et de vraies femmes. Oui! Pas les magistrats Lolo qu'on a chez nous là. Les magistrats Flotambo, les magistrats Ouya Ouya, les magistrats accroupis. Les oh, qu'est-ce que cette nouvelle m'a fait du bien hier soir. Georges Coursil, bon dimanche. Bon dimanche à tous mes camarades des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Nous rénoverons la justice camerounaise. Nous promouvrons des magistrats brillants dans notre terre natale, le Cameroun. Et il faut sauver la justice en Afrique. Il faut rénover la justice en Afrique. Il faut restaurer la justice en Afrique. L'Afrique a été sevrée de justice. Les peuples africains vivent de longues années sans justice. Les palais de justice sont massivement des lieux d'injustice. Les prisons sont remplies d'innocents. Les palais sont remplis de coupables. Oui, c'est la situation en Afrique. Elle est alarmante. Elle est terrible. Les coupables sont libres, un peu comme dans l'affaire Epstein. On ne fait que voir la liste des coupables. Mais eux, ils sont libres. Et leurs victimes ont été détruites. Quelle misère. Vraiment, que chacun trouve la force de dire un mot spécial de félicitations aux magistrats du tribunal de Niamey pour ce verdict historique. Emilien Golon, Nassom Dita. Nassom Dita. Nassom Dita. Eh oui, Déophila, des magistrats dépravés. L'Afrique en a marre. Nous en avons marre. Des gens qu'on a envoyés à l'école nationale d'administration et de magistrature pour rien. Des magistrats pour rien. L'essentiel est de remplir leur gros ventre. Petit caleçon.
On est fatigué de vous. Hein. Partout en Afrique, là, on est fatigué de vous. On est fatigué de la justice bakchiché. Hein. Les vrais dossiers comme ça, comme vos camarades, vos collègues du Niger, non. On se vante au quartier. Un sud magistrat, Minalmi. Partout où la révolution africaine va passer, vous allez voir. Portez-vous bien, mes chers amis. Merci, merci. Vous étiez près de 30 000 personnes en direct de cette émission. Je vous remercie de votre fidélité et je remercie celles et ceux qui ont pensé à la partager. Celles et ceux qui ont pensé à la partager et à la soutenir d'une manière ou d'une autre. Merci.